Cours 20°45 Conditions D. Introduction à la quatrième voie, rappel et commentaires. Ces conditions sont absolues. Qu'elles soient d'ordre intérieur ou extérieur, passive ou dynamique, ne pas les respecter rend impossible l'introduction à la quatrième voie. Connaître ces possibilités, c'est une condition dynamique. Elle rejoint la notion de connaissance de soi. Pour cela, il faut un travail personnel, un échange avec d'autres ou avec l'instructeur. C'est une condition accessible à tous. Comprendre ses propres difficultés, c'est aussi une condition dynamique. Pour la remplir, il s'agit de reconnaître ses difficultés mais aussi de les accepter. Pour cela, il faut simplement avoir un peu de volonté et d'intelligence. Avoir le désir réel de changer son état actuel. Cette condition est déjà un peu plus difficile à remplir. Avant de la remplir, il faut connaître son état actuel, son niveau, et avoir la volonté de parvenir au niveau supérieur. Pour cela, il faut changer, mais pas seulement changer ce qui nous arrange. Or, d'une part, nous ne sommes pas conscients au départ de ce qu'il y a de plus important à changer, et d'autre part, il s'agit de changer ce qui est le plus difficile à changer. Avoir une certaine culture. Pour cela, il suffit de fréquenter cette école, où le savoir nécessaire est dispensé. Arriver à comprendre l'enseignement. Pour le comprendre, il faut être motivé, avoir la volonté de se cultiver, prendre le temps suffisant pour étudier, seul et avec les autres. Il s'agit de connaître et de comprendre les notions de base, ne serait-ce que pour parler le même langage, mais aussi de les porter en soi, de les avoir présentes à l'esprit. Le travail d'étude avec les autres favorise l'acquisition d'un savoir vivant. Avoir assez de temps pour étudier. La durée nécessaire est variable en fonction de la rapidité d'esprit individuelle. Être dans un environnement qui permet l'étude. Lorsque le travail d'étude, d'approfondissement, est impossible à cause d'un environnement défavorable ou hostile, même avec un fort désir d'avancer, on ne peut se situer dans l'introduction à la quatrième voie. Mener une vie à peu près réglée. Pour arriver à avancer, il est nécessaire d'introduire un rythme dans sa vie. Le rythme donne une structure, il devient alors une aide. Rien de créatif ne peut se faire dans le chaos. Disposer d'une liberté suffisante. Extérieurement, cela signifie qu'il n'y ait pas de contraintes fortes empêchant d'étudier ou d'assister aux cours, par exemple avoir un conjoint qui empêche de venir aux cours, ou être dans l'impossibilité de faire garder ses enfants en bas âge. Intérieurement, il est nécessaire d'acquérir peu à peu, par le travail sur soi et avec les autres, le non-attachement à l'enseignement, à ses formes extérieures, ou à celui qui transmet l'enseignement. L'important, c'est l'esprit des choses, tout le reste, les écrits par exemple, ou celui qui transmet, ne sont que le véhicule. Ne pas se comparer aux autres dans le travail. Nous avons tous des possibilités différentes en fonction de notre vécu et en fonction de notre karma. Chacun a un chemin différent à parcourir. Ce chemin doit le mener à lui-même. Quand quelqu'un se compare à un autre, il n'agit plus en fonction de lui-même, de ses besoins propres, et il perd sa liberté. Quand on fait ce que l'on a à faire dans son propre travail, on n'a pas le temps de s'occuper du travail que font les autres. Ceci ne signifie pas qu'on ne travaille pas avec les autres, mais dès que la comparaison s'y mêle, on y introduit un élément négatif, comme la frustration, la jalousie, un sentiment d'infériorité ou de supériorité, de culpabilité. Abandonner tout désir personnel. Ceci ne concerne pas la vie quotidienne, mais bien le travail à l'école. Sur le chemin, il s'agit de travailler contre sa volonté égoïste. Cela signifie faire le travail, non parce qu'il nous plaît, mais parce que c'est une nécessité, ce qui ne signifie pas qu'il faille cesser de faire ce qui nous fait plaisir, ou ce qu'on sait faire. Mais c'est le but supérieur que nous nous sommes fixés, ou que l'on nous a fixé, qui prime. C'est une condition difficile et qui demande beaucoup de bon sens dans son application. Enfin, une dernière règle, la nécessité d'être actif dans un travail sur soi-même, avec les autres, et pour l'école. Vouloir se situer dans l'introduction à la quatrième voie nécessite que l'on prenne connaissance de ces règles, et qu'après en avoir compris l'esprit, on y adhère. Cela signifie que l'on décide ensuite d'appliquer ces règles, et que l'on accepte l'idée que l'instructeur soit conséquent dans l'application de ces règles, c'est-à-dire qu'il nous signale nos manquements, comme des rappels, sans ménagement pour notre susceptibilité. Si quelqu'un à l'école ne respecte pas ces règles, c'est bien lui-même qui se met en dehors des conditions, intérieures ou extérieures, nécessaires pour avancer, c'est lui-même qui ne se situe plus dans l'introduction à la quatrième voie. Car ces conditions ont une nécessité, technique, de fait, et non morale. Les notions de base, il est évident que celui qui ne serait pas d'accord avec toutes ces notions de base ne peut se situer dans la quatrième voie, parce que cela signifierait qu'il n'a rien compris. L'homme est incomplètement développé, mais il a en lui les potentialités pour évoluer. L'évolution est possible s'il acquiert un savoir suffisant et fait des efforts suffisants. L'enseignement de la quatrième voie n'est destiné qu'à ceux qui en ont réellement besoin, surtout à ceux qui sont en recherche, qui ont pratiqué d'autres enseignements et qui en ont constaté les limites et les insuffisances. On sait que l'on a besoin de cet enseignement quand on ne peut plus s'en passer, comme on ne peut pas se passer de l'air que l'on respire, sans qu'il y ait la privation de notre liberté. Au contraire, il nous permet d'être libres. On peut également savoir qu'on a besoin de cet enseignement quand on remplit toutes les conditions. On ne peut évoluer seul, tous les hommes n'évoluent pas, l'être humain ne se connaît pas et vit avec toutes sortes d'illusions sur lui-même, l'être humain n'est pas libre, l'être humain ne possède pas de volonté réelle.
Il agit à partir de ces conditionnements. L'être humain n'est pas un moi unique. Il fonctionne de façon mécanique dans de multiples mois. S'il comprend tout cela, l'être humain est capable d'une métamorphose, il peut devenir libre et créateur. Les règles. Les règles de la 4e voie consistent en un travail sur 3 lignes. Le travail sur soi-même, le travail avec les autres et le travail pour l'école. Le travail sur soi consiste d'abord à acquérir un certain savoir. Pour cela, il faut se tenir au courant de l'ensemble de l'enseignement dispensé, en assistant aux conférences ou formations, ou en écoutant les enregistrements, ou en lisant les écrits. Ensuite vient le travail sur l'être. Les règles sont les suivantes. 1. Méditation de type zen 20 minutes par jour. 2. Pratique du rappel de soi. 3. Se rappeler le but qu'on s'est fixé. 4. Combattre la manifestation des émotions négatives. L'aide des autres élèves peut être précieuse pour cela. 5. Combattre la tendance à l'identification. 6. Combattre la volonté égoïste. 7. Se taire. C'est l'une des règles les moins suivies, or celui qui ne la respecte pas n'est pas sur un chemin spirituel. Toute parole inutile enlève une force à l'évolution. Seul celui qui se tait peut arriver un jour à l'éveil. Le travail avec les autres nécessite pour le moins la réunion une fois par semaine avec une ou plusieurs personnes pour étudier le savoir reçu, en partager la compréhension vivante à travers le vécu de son évolution personnelle. C'est l'une des nécessités et une des raisons d'être des groupes de travail. Le travail pour l'école consiste à participer personnellement à l'existence et au devenir de l'école et de l'enseignement. Un travail pratique et concret est indispensable, qu'il soit d'ordre intellectuel, ou physique, ou organisationnel, même s'il n'est qu'occasionnel, à cause d'obligations professionnelles ou familiales temporaires par exemple. Même les travaux de nettoyage ou d'entretien de l'école font partie du travail pour l'école. Les différents cheminements, écoles ésotériques, écoles de la 4e voie, franc-maçonnerie. L'enseignement dispensé ici a commencé par aborder les notions de la science spirituelle comme l'enseigne l'anthroposophie, puis s'y sont rajoutées des notions issues de l'ésotérisme chrétien de la 4e voie, celui de l'enseignement de Jésus-Christ. Depuis cet enseignement, l'homme n'a plus besoin de se retirer du monde pour suivre un chemin spirituel, comme l'exigeaient les 3 autres voies, celle du fakir, celle du moine et celle des savants. Depuis l'enseignement du Christ, l'être humain peut suivre un chemin d'évolution tout en menant une vie sociale, familiale ou professionnelle. Ceci ne signifie pas que les 3 autres voies ne puissent plus être pratiquées, mais qu'elles ne sont pas nécessaires et risquent de mener à un enfermement contraire au but de ceux qui les pratiquent. La 4e voie étudie pour une grande part les mécanismes de fonctionnement psychologique de l'être humain de manière objective, sans recourir à des théories d'ordre religieux, philosophique ou psychothérapique. Il y a plusieurs catégories parmi les gens qui viennent écouter l'enseignement dispensé ici. Certains assistent simplement aux cours ou conférences. Ils sont membres de cet institut, dit Libre Institut de Sciences Spirituelles. Parmi eux, certains ont approfondi leur connaissance de sciences spirituelles, ont commencé à pratiquer un chemin intérieur et ont commencé à se fixer des règles de vie. C'est ce qu'on appelle le second degré de l'institut ou école ésotérique. Quelques règles de vie, méditer matin et soir, ne pas boire d'alcool, introduire un rythme dans sa vie, ne pas abuser de viande ni de produits alimentaires d'origine animale, consacrer une vingtaine de minutes à l'étude quotidienne, éviter toutes les formes de drogue, la cigarette exceptée, ainsi que les calmants, parce qu'ils ont une influence sur la conscience et empêchent le développement de certaines qualités de perception spirituelle. Éviter certaines pratiques comme la suggestion ou l'hypnose. Par ailleurs, les membres de cette école ésotérique pratiquent certains rites symboliques représentant l'évolution de l'être humain à travers les différentes époques de son évolution. Il y a 2 degrés dans cette école, accessibles à tous les membres, puis un 3e auquel on ne peut accéder que si l'on a développé certaines qualités morales et développé son état de conscience. Les membres de ce 3e degré se reconnaissent à leur bienveillance constante et au fait que leur comportement intérieur n'est plus aussi affecté par les événements extérieurs de la vie. Ils se comportent comme des initiés, même s'ils ne les ont pas encore. Ce degré nécessite donc déjà un long travail de transformation de son être. Cet enseignement se reconnaît pour maître 2 grands instructeurs qui ont donné naissance au cours des siècles à tous les courants qui dispensent ce type d'enseignement. D'une part Christian Rosecroix, dont l'esprit a habité aussi l'incarnation de Hiram Abif, de l'évangéliste Jean, du comte de Saint-Germain, et d'autre part Maître Jésus, qui fut Zarathustra, et Rudolf Steiner. Cet enseignement se réclame également du Maître des Maîtres, Jésus-Christ, l'esprit le plus grand jamais incarné sur terre, et se reconnaît lié à l'archange de notre époque, Michael, l'être spirituel qui transmet aujourd'hui les forces spirituelles, dont le représentant spirituel est Moment, terrestre, l'esprit qui imprègne le plus fortement les grands instructeurs de ce courant spirituel, est celui qu'on a appelé Hermès. Quel que soit le niveau dans l'enseignement, chacun est libre de poursuivre ou d'arrêter. Mais il devient plus difficile d'arrêter quand on fait partie d'un groupe, car on prend alors du retard par rapport aux autres. Mais cet enseignement comporte aussi une continuité, une progression, et celui qui s'arrête de progresser régresse en réalité. Souvent ceux qui se sont arrêtés reviennent un jour parce qu'ils ont reconnu dans ce chemin une source de force et de vie. Parfois ils reviennent à ce type d'enseignement en suivant d'autres voies, d'autres sources.
Parmi les auditeurs de cet enseignement, il en est donc qui peuvent entrer dans une école ésotérique, d'autres qui entrent dans des groupes d'études où ils approfondissent leurs connaissances, ce qui nécessite de pratiquer certaines règles et certaines qualités morales. Là, ils peuvent parvenir aussi à un second degré de la 4e voie comparable à l'école ésotérique. D'autres auditeurs ont suivi un enseignement lié à la 4e voie, donc à l'ésotérisme chrétien, mais où les bases ne sont que celles de la psycho-anthropologie. Là aussi différents degrés existent, enseignement de base, puis enseignement d'un ésotérisme du second degré, et finalement accès dans la 4e voie elle-même, qui correspondrait au 3e degré d'une école ésotérique. La 4e voie est liée à l'enseignement des 12 maîtres représentants de l'archange Michael au service du Christ, ce Dieu qui s'incarna il y a 2000 ans. Parmi ces 12 maîtres, 5 sont toujours incarnés et dirigent chacun une branche de la 4e voie, là où ils se trouvent. Un élève de la 4e voie sera toujours reconnu par un de ses maîtres, parce que la base de la 4e voie est partout la même, et que celui-ci perçoit en chaque élève le développement de ses centres supérieurs. Ces écoles naissent chaque fois en des lieux différents, sous une forme différente, et elles disparaissent en même temps que les maîtres qui les ont créées. Même si les bases sont les mêmes et remontent aux enseignements les plus anciens, la forme est toujours nouvelle, pour créer un élan nouveau, et éviter la création de sectes organisées et sclérosées, alors que le but de ces enseignements est justement de libérer l'homme. C'est pour cette raison que, souvent, ces enseignements rencontrent l'opposition des autres enseignements. Un autre enseignement est celui de la franc-maçonnerie. Il en existe de nombreuses formes qui se prétendent chacune la seule régulière, et souvent s'opposent de ce fait. L'idéal profond des vrais francs-maçons est la tolérance et ceux-là se reconnaissent parce qu'ils pratiquent cet idéal. Les francs-maçons se reconnaissent pour Maître Hiram Abif, l'architecte maître d'œuvre du temple de Salomon. Nous avons vu plus haut qu'en fait il s'avait incarné en l'évangéliste Jean et en Christian Rose-Croix. Là encore l'évolution chez les francs-maçons, et aussi les ordres paramaçonniques comme les Rosicruciens, les ordres templiers, etc., s'opèrent par degrés. Les 3 premiers degrés sont ceux d'apprentis, compagnons et maîtres. Dans certaines obédiences le franchissement des degrés est automatique, tous les quelques mois par exemple, mais dans les formes les plus proches de l'esprit maçonnique, l'évolution en degrés correspond à une véritable évolution intérieure et à un travail des qualités d'être et de cœur. Il s'agit alors d'un véritable travail initiatique. La majorité des maçonneries comporte 33 degrés. Il existe une forme de franc-maçonnerie, dite égyptienne, qui, au-delà du 33e, possède de très hauts grades, dont on dit qu'ils sont réellement initiatiques. Parmi celles-ci, une des obédiences est l'ordre oriental antique et primitif de Memphis et Mizraïm. Les premiers grades de cet ordre sont identiques à ceux des autres formes de maçonnerie, mais à partir du 33e, commence une démarche beaucoup plus spirituelle, menant jusqu'à un 95e, parfois un 96e degré, qui n'est atteint que par une seule personne qui transmet son savoir à ceux qui se trouvent aux grades inférieurs. Une particularité de cet ordre est que, dès sa création par Cagliostro, les droits des hommes et des femmes y sont égaux, même si aujourd'hui il existe des loges masculines, des loges féminines et des loges mixtes. Parmi les règles fondatrices, il y a la transmission de connaissances qui conduisent le franc-maçon sur le chemin initiatique. Le franc-maçon travaille à sa propre évolution spirituelle afin de devenir un être qui essaie de s'élever au-dessus d'une masse qui ne raisonne ni ne vit par elle-même. Il cultive des qualités de cœur, équanimité, bienveillance, charité, générosité et altruisme, et les met en pratique dans le monde profane. Un maçon ne reste jamais indifférent devant le malheur ou la justice, face à des frères ou face à des profanes. Chaque franc-maçon doit incarner activement les principes de la franc-maçonnerie universelle, l'égalité, la fraternité, la liberté, la justice et la tolérance. La fraternité est l'élément le plus connu chez les francs-maçons. Cette obédience est celle qui a les valeurs ésotériques et spirituelles les plus élevées et beaucoup de maçons d'autres obédiences la rejoignent de ce fait. Il faut éprouver une sorte d'attirance naturelle pour la maçonnerie, sinon, il est inutile de chercher à y entrer. Pour y entrer, il suffit d'en faire la demande. Une enquête est alors effectuée. Le candidat est également questionné quant à ses motivations, évolution personnelle ou spirituelle par exemple, afin de voir si ces motivations rejoignent celles de l'obédience à laquelle il s'adresse. Un vote est ensuite prononcé, et s'il est favorable, le candidat est reçu dans la loge. Sinon, le refus, sauf exception, est définitif. Il est aussi possible, si l'on connaît un franc-maçon, de se faire parrainer. En conclusion, il existe dans cette école et dans le monde des formes diverses de la 4e voie, mais dont on constate l'origine commune des sources, et sur lesquelles chacun se situe à un certain niveau, qui correspondent à son degré de pratique réelle des règles.